Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Punier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ? Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Aurore Thion, qui est cofondatrice de WeDid. WeDid, c'est une edtech qui utilise la réalité virtuelle et la data science pour développer les compétences des apprenants. Au cours de cet épisode, Aurore va nous expliquer ce que sont les Learning Analytics, à quoi elles servent et ce qu'elles peuvent apporter dans un parcours de formation et en particulier dans le cas de formation en réalité virtuelle. Bonjour Aurore et bienvenue. Je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Donc ensemble, nous allons échanger sur le sujet des Learning Analytics et comment elles peuvent contribuer à améliorer l'expérience des apprenants. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel est ton parcours et nous présenter WeDid ? Bonjour Anne-Marie. Donc effectivement, je suis spécialisée dans le domaine de la VR, mais j'ai un parcours dans digital learning. Donc j'ai fait un master 2 en sciences de l'éducation, donc tourné ingénierie pédagogique, et je me suis spécialisée dans tout ce qui était digital avec les e-learning, et puis tout naturellement sur les apprentissages en réalité virtuelle, ce qu'on fait aujourd'hui chez WeDid, mais ce que j'ai pu mettre en œuvre également dans le groupe Orange. Chez WeDid, vous utilisez les learning data donc pour améliorer les formations. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont que les Learning Analytics ? Donc on peut dire learning analytics, learning data, ça dépend un petit peu. Et en gros, c'est l'analyse de l'apprentissage. Donc c'est de mesurer, collecter et derrière proposer du coup une analyse et des rapports aux apprenants sur leur progression dans les expériences qu'ils vont réaliser, que ce soit e-learning ou après dans la VR, enfin toute formation digitale. Et donc, ces Learning Analytics, dans un parcours de formation, qu'est-ce qu'elles vont apporter ? Quelle va être leur plus-value ? Alors, elle est déjà pour l'apprenant, c'est-à-dire qu'il va savoir ce qu'il a réalisé de bien, pas bien, comment progresser. Ça va permettre de lui réaliser ce qu'on appelle un tableau de bord ou un dashboard avec un diagramme de compétences. Et derrière, il va pouvoir voir ce qu'il doit améliorer, se perfectionner par rapport à un métier un objectif métier qu'il veut atteindre. Je sais pas, il veut s'améliorer en communication. Du coup, derrière, c'est de lui dire, voilà, là, tu es à tel niveau. Si tu veux augmenter, d'aller vers telle autre formation. Donc derrière, c'est pouvoir proposer un parcours adapté à l'apprenant. Et donc c'est lui qui est maître de sa formation. Un petit peu comme on va retrouver sur des applis de coaching individuel où on a une espèce de tableau de bord, un programme qui nous est proposé. C'est un petit peu la même chose qu'on va pouvoir faire avec Learning Analytics. Oui, donc ça va permettre, en fin de compte, de mettre l'accent sur les compétences qui sont plus faibles pour pouvoir travailler ces compétences pour les améliorer, c'est ça ? Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc, comment est-ce que tu t'y prends concrètement pour collecter ces données ? Alors, aujourd'hui, sur les e-learning, par exemple, c'est les LMS, Learning Management System, qui sont utilisés pour héberger les contenus. Et il y a ce qu'on appelle des normes, donc normes SCORM, XAPI, etc., qui permettent de collecter des informations. Ça va être nom, prénom de la personne, par exemple, pour savoir justement qui on suit, sa progression. Et dans les e-learning, on va voir le score qui a été atteint, les réponses correctes ou incorrectes à telle ou telle question. Donc c'est presque comme un système de tag entre guillemets sur les questions. Et derrière, on va avoir cette analyse-là. L'analyse, elle n'est pas très poussée, mais elle permet déjà de faire un premier retour à l'apprenant et sur des systèmes plus complexes, de les croiser entre les contenus. Et après, en réalité virtuelle, on peut aller encore plus loin. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec cette haute modalité pédagogique. Bien sûr, toutes elles se complètent. C'est pas il n'y en a pas une qui surpasse l'autre. Le présentiel est toujours sa place, l'e-learning, il y a le podcast aussi. Enfin voilà, podcast un peu plus compliqué d'avoir des données, mais sur les autres, il y a comme des trackers, si on peut dire, sur les expériences. Donc, est-ce que tu peux nous donner concrètement des exemples de données collectées ? Parce que c'est vrai que pour moi, les Learning Analytics, c'est vraiment quelque chose de très abstrait. Enfin, ça ressemble à quoi ? Alors effectivement, ça va être dans les e-learning, c'est ce que je disais sur les quiz, donc ça va être plutôt
des résultats vrai-faux. Éventuellement, on a la réponse à la question qui va s'afficher s'il a répondu faux, vu qu'elles sont enregistrées dans la séquence. Et sur de la réalité virtuelle, ça va aller un peu plus loin, parce que ça va être des mouvements, des déplacements, savoir si la personne elle est à tel endroit dans le bon ordre. Ça va être est-ce qu'elle a regardé avant de faire une action. Voilà, on peut traquer les positions des mains, de la tête, donc du coup du déplacement dans la simulation. Il faut savoir qu'on est dans un environnement 3D, voilà. Donc je parle bien de 3D quand je parle de VR et non pas de vidéo 360. Il y a une petite différence, c'est qu'on n'a pas d'interaction vraiment en vidéo 360 et en 3D, oui, on va pouvoir prendre un objet, le déposer, et c'est tout ça qu'on va pouvoir enregistrer et du coup derrière analyser pour dire effectivement quand l'apprenant il a réalisé cette action, il les a bien fait dans le bon ordre, il a réussi à bien prendre en compte son environnement, la situation et l'adapter. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui sur les e-learning, tout le monde a un LMS, mais très peu de gens font quelque chose des données qu'il y a derrière. Ils n'arrivent pas forcément à les exploiter, ne les regardent pas. Et donc le seul suivi qu'il va y avoir aujourd'hui, c'est il a fait ou pas l'e-learning. Mais on va pas regarder pourquoi il a fait juste, pourquoi il a fait faux, alors qu'on pourrait justement s'en servir aussi pour améliorer les expériences. C'est-à-dire, si tout le monde a faux à telle question, c'est que mon e-learning est peut-être mal compris, mal interprété, ils n'arrivent pas à répondre à la question. Et ça, c'est pas exploité, ou très peu. Je connais en tout cas très peu d'entreprises aujourd'hui qui y consacrent du temps et qui ont une personne qui est dédiée à ça. Oui, donc ce que tu veux dire, c'est qu'actuellement, on va surtout s'intéresser à la complétion quelque part du module d'e-learning, mais on ne va pas rentrer dans le détail du parcours de l'apprenant dans l'e-learning. Et comme tu dis, en effet, si plusieurs apprenants ou si la majorité des apprenants vont répondre mal à une question, c'est peut-être qu'elle est mal formulée ou que la notion d'avant a été mal expliquée. Et là, c'est le parcours, voilà. Et là, c'est le parcours de formation qu'il faut revoir. Oui, c'est ça. Et je pense pas qu'il y ait de mauvais apprenants, mais qu'il y ait surtout des façons pas adaptées d'expliquer. Et c'est ça aussi qui est la complexité quand on est dans la formation, c'est de réussir à s'adapter à tous les profils qu'on a face à nous. Pour mémoriser, on a chacun de notre façon, et c'est vrai que parfois, c'est pas toujours simple aussi d'apprendre avec un e-learning. Donc, il faut répéter de différentes manières, et c'est pour ça qu'il y a cette approche aussi de mixer les modalités en utilisant la réalité virtuelle, en utilisant le podcast, en utilisant aussi les livres, faut pas les oublier, et puis la formation présentielle. Donc c'est un ensemble qui fait que derrière, le top du top, ce serait d'avoir vraiment de mixer l'ensemble de ces apprentissages et d'avoir des learning analytics sur l'ensemble de ces apprentissages. Aujourd'hui, c'est assez segmenté sur la modalité e-learning. On a un petit peu de données. Sur la modalité présentielle, on va avoir une évaluation en début et fin de formation. Et la VR, pareil. L'idée est aussi d'avoir un ensemble. Donc, c'est ce qui est un peu réalisé quand on utilise un LRS, donc c'est Record System, c'est Learning Record System, avec un LXP. Enfin bref, il y a plein de notions, mais du coup, ça permet aussi l'idée, c'est de sortir un tableau de bord global pour avoir toutes les données à un seul endroit et de fournir surtout quelque chose de lisible à l'apprenant. C'est surtout ça, en fait, le tableau de bord, c'est d'avoir quelque chose de lisible avec des graphiques ou des données chiffrées. Mais voilà, quelque chose de visuel, parce que juste donner une liste de données brutes dans un fichier Excel, finalement, ça n'a pas de sens, il faut le retravailler derrière. Donc c'est aussi ça qui est important de retravailler quand on a des learning analytics. Et donc, chez WeDid, vous proposez une API. Donc, une API, c'est une interface de programmation applicative, donc qui permet d'analyser les datas des expériences en réalité virtuelle. Et donc, pourquoi avoir créé une interface spécifique justement dédiée à la réalité virtuelle? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de plateforme qui permet d'héberger autant de traces en fait d'activités. C'est beaucoup basé sur la norme SCORM, ce que j'expliquais, qui est utilisée dans les LMS. Donc ça, on n'exclut pas cette utilisation-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'aller plus loin dans le tracking des données. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, d'avoir justement, est-ce que la personne, elle a bien regardé à tel endroit avant de réaliser l'action? Parce que dans le réel, si on était en situation réelle avec un formateur, ce serait je sais pas, c'est comme quand on apprend à conduire. Je donne un exemple tout bête, on apprend à conduire, on est dans la voiture, on nous demande de vérifier dans les rétros, de regarder dans le rétro avant de doubler par exemple et de mettre le clignotant.
Ça, en VR, on va pouvoir le vérifier, c'est-à-dire si la personne elle a bien regardé dans le rétro, comme ferait un examinateur en présentiel. Mais si je suis pas dans la VR, si je suis sur un e-learning, je vais pas savoir en fait s'il a regardé, à quel endroit il a regardé. Donc c'est ça en fait, c'est de pouvoir tracer tout ça, de dire oui, il a bien regardé dans le rétro, j'ai vu son regard se porter dans le rétro, et puis après il a bien fait les différentes étapes avant de doubler la voiture qui était devant lui. Donc c'est toutes ces traces là qu'on va pouvoir récupérer, et derrière c'est de l'analyser et de dire oui, il l'a fait dans le bon ordre, et s'il l'a pas fait dans le bon ordre, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui proposer pour le corriger. Donc ça rejoint aussi tout ce qui est, j'ai perdu le mot, mais ça va me revenir, d'adaptation, voilà, de l'adaptive learning. J'avais le mot en anglais et pas en français. Donc d'adapter les contenus de formation vraiment aux besoins de l'apprenant. Et donc c'est aussi ça, c'est que dans l'idéal derrière, une fois qu'on a ces données, c'est de pouvoir adapter les contenus aux besoins de l'apprenant. Oui, et aussi les adapter à la façon d'apprendre de l'apprenant, puisque nous avons chacun des façons différentes. Certains vont être plus visuels, d'autres plus auditifs, d'autres vont avoir besoin d'écrire. Et donc, c'est ce que tu disais par rapport à un e-learning. Un e-learning, quelque part, il est assez uniforme, mais tout le monde n'est pas attentif ou n'est pas sensible à cette modalité-là. Tout à fait, c'est ça. Et ça va vraiment permettre de faire un mix des apprentissages, de réadapter. Enfin, c'est une nouvelle façon de voir les choses. D'être aussi, donc la VR, ça permet aussi d'être immergé, donc qui est pas négligeable. Ça nous coupe du monde extérieur quelque part, d'être vraiment en situation, en cas pratique. C'est comme un TP finalement. Sauf que là, je vais être inhibée de tout le reste. Je vais pas être dérangée. Je vais réaliser ma formation dans un cadre sans pouvoir me faire mal. Voilà, donc c'est aussi ça qui est intéressant avec la réalité virtuelle, et c'est pour ça que chez Weedid, on s'intéresse à cette modalité-là et qu'on a un programme de R&D autour de ça. Oui, et donc quelque part, votre outil de suivi, donc pour suivre les learning analytics, ça va être un petit peu comme un LMS qui va être dédié à la réalité virtuelle. Donc, et concrètement, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va trouver sur cette plateforme, comment ça se présente? Oui, c'est exactement ça. C'est un LMS dédié à la VR avec une interface type VOD, donc comme Netflix, Orange, etc., pour simplifier la visualisation pour les utilisateurs. C'est un catalogue, et après, on a une partie progression pour l'apprenant, où il va pouvoir voir sa progression générale, donc avec un diagramme araignée ou un radar, ça dépend comment on veut l'appeler. Et donc, il va pouvoir avoir ses compétences. Donc ça, pareil, c'est un système de tagage de compétences par rapport au module qu'il aura suivi. Et puis après, de manière individuelle, sur chaque formation qu'il aura suivie, il aura le détail par rapport à l'expérience. Donc ça, c'est un travail aussi à faire avec les créateurs de contenu, de travailler avec eux sur les compétences qui sont intéressantes et objectivement analysables aussi en VR, parce qu'on peut pas tout analyser non plus. Faut pas penser que ça va résoudre tous les problèmes. Mais voilà, ce qui est pertinent d'analyser, pourquoi, et de l'afficher après à l'apprenant, et aussi pour les créateurs de contenu permettre d'améliorer leur expérience, que je disais tout à l'heure avec les e-learning. C'est la même chose en fait en VR. Tout n'est pas parfait, il faut l'adapter, et en fonction des retours, ça va permettre de voir s'il y a des difficultés à tel ou tel endroit dans l'expérience. Oui, et donc le diagramme en forme de toile d'araignée, donc ça va être super visuel pour l'apprenant, et j'imagine que ce diagramme, il est travaillé en fonction du module que l'apprenant va suivre et en fonction des compétences qui sont attendues. Par exemple, si c'est un module de relation client, donc on imagine que la compétence communication va être super importante, et donc ça va ressortir sur le diagramme, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Après, il y a les choses un peu plus classiques, comme les temps de connexion. Il y a la partie gamification, du coup, avec la notion de badge, donc plutôt d'usage de la plateforme. Et après, sur chaque expérience, l'idée est aussi de pouvoir déclencher des badges. Donc ça, c'est en fonction de l'expérience, pour aussi motiver, et voilà, sur cette partie-là. Et justement, les badges, pourquoi vous faites apparaître des badges? Alors c'est la gamification, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et ça permet de motiver les apprenants. Alors pas tous les apprenants, mais une certaine partie des apprenants. Donc c'est pour ça qu'il y en a sur d'usage de la plateforme. Si j'ai fait X formation, je vais avoir un badge. Si j'ai complété mon profil, par exemple. Enfin voilà, il y en a plusieurs. Et après sur les expériences, donc là c'est plutôt à travailler, à discuter avec les créateurs de contenu, parce que nous
on n'a pas forcément vocation à créer des contenus, mais plutôt travailler avec des créateurs de contenu. Et donc, du coup, c'est de déclencher, en fonction de certains événements, un badge associé pour motiver et aussi leur dire comment acquérir les autres. Enfin, les badges aussi, c'est de leur dire, voilà, pour avoir tel badge, il va falloir réaliser telle action dans la simulation et les motiver, du coup, à vouloir les obtenir. Et donc, est-ce que par exemple, il faut un certain nombre de badges obtenus pour valider le module? Alors non, on valide pas le module avec les badges. C'est plutôt une autre façon de motiver. Donc on peut aussi mettre un système de points, c'est pas bloqué. Pour avoir un derrière, ça peut être aussi au bout de X points, par exemple, dans l'entreprise cliente, ils vont donner une récompense physique. Voilà, on peut imaginer tout un tas de choses derrière. Mais non, on ne conclut pas la motivation avec les badges, l'obtention de la validation du module avec les badges. C'est deux choses un petit peu décorrélées pour moi, mais qui permettent de motiver quand même. Oui, donc ça permet d'avoir quelque part un fil rouge et de voir où on en est en fonction du nombre de badges qu'on aura acquis. C'est ça. Et puis après, de se, entre guillemets, challenger avec ses collègues, de dire, moi j'ai tant de badges, t'as réussi à tous les avoir, ou comment t'as fait pour l'avoir celui-là, etc. C'est aussi, les badges peuvent être aussi dans une expérience plutôt de l'ordre du fun, entre guillemets. Il y a le côté sérieux aussi, en ayant fait telle ou telle action, j'ai mon badge, mais on peut aussi imaginer des tips un peu cachés dans l'expérience et ce que nous on propose dans une qu'on a créée et d'avoir un badge associé à ça. Et voilà, et celui-là il sera à découvrir, tu vois, c'est un petit peu le badge caché. C'est un peu comme dans les jeux vidéo quelque part. C'est ça, c'est exactement ça, c'est emprunt du jeu vidéo. Ouais, c'est les mêmes mécanismes. Ok. Et Exactement. quand tu dis qu'on peut échanger avec son collègue sur le nombre de badges qu'on a acquis, est-ce qu'il y a la dimension sociale aussi sur la plateforme ou pas? Est-ce qu'on peut inviter des personnes? Alors non, parce que nous on se restreint, on n'a pas ouvert au grand public, c'est pour les entreprises. Il y a une notion le manager peut proposer des formations à faire à son équipe, mais pour l'instant, on n'a pas mis en place le côté social qui, pour moi, est souvent fait par les réseaux internes des entreprises avec leurs solutions internes. Et c'est une autre complexité après à mettre en place. Donc non, on le fait pas. D'accord. Voilà. Et donc, l'avantage, quelque part, de l'exploitation de ces learning data pour un apprenant, donc, c'est quoi aussi, à part suivre sa progression? Moi, je trouve ça déjà pas mal. Non, mais oui, c'est de voir aussi son évolution. C'est ça qui est intéressant. Il va voir sa progression sur une expérience, par exemple, au global, et aussi de voir si, par exemple, il a un changement de carrière. C'est derrière ce que je disais avec l'adaptive learning, c'est d'aller aussi sur une recommandation de formation. Donc, on va pouvoir lui recommander telle formation à suivre parce qu'il veut faire tel poste, il veut évoluer vers tel poste, donc on va lui recommander des formations. Donc voilà, il y a tout un système. Enfin, derrière, on peut interfacer, si je peux dire, plein d'autres systèmes pour que l'apprenant il soit vraiment au cœur de son apprentissage. Et c'est lui qui se pilote, en fait. C'est le fait que lui s'autopilote grâce à ça. Oui, tu m'avais parlé, j'avais bien aimé l'exemple de la montre connectée. Quelque Mm. part, il se motive tout seul. C'est comme quand on a notre montre connectée et qu'on doit faire 10 000 pas par jour, par exemple. Exactement, c'est ça. C'est une motivation et c'est des objectifs aussi avec les applis de running qu'il peut y avoir. C'est voilà pour progresser. Aujourd'hui, je fais 5000 pas, demain j'en fais 6000 et puis mon objectif c'est d'atteindre peut-être 20 000 ou de faire un semi-marathon voilà, à l'arrivée. Donc effectivement, c'est un peu pareil. Ok, donc d'après ce que tu viens de nous expliquer, donc les learning data, donc elles permettent d'améliorer les parcours de formation, donc que ce soit de la phase de conception, donc jusqu'à l'accompagnement des apprenants. Mais est-ce qu'on ne Mm. risque pas de tomber dans l'excès de tout vouloir contrôler et d'être noyé dans une masse de données quelque part? Alors justement, c'est pour ça qu'on essaye de simplifier un maximum du coup ce qui est donné à l'apprenant au travers des tableaux de bord, donc de manière visuelle. Et justement pas ces données brutes de data et qu'elles sont retravaillées derrière par il y a des data analysts, data scientists c'est plus pour la projection et data analysts qui analysent les données
voilà, qui sont là maintenant tout de suite. Oui, donc c'est filtré quelque part. Ouais. Ouais, vous ne gardez que ce qui est nécessaire pour la C'est ça. lisibilité Mmh. de l'évaluation quelque part, enfin de la Exact. restitution. OK. C'est ça. Bon, bah, écoute, très bien Aurore, bah, on va arriver, à la fin de l'épisode. Moi, je trouvais ça vraiment très intéressant. Donc, ce que je propose, c'est de mettre dans les notes de l'épisode donc, ton contact, LinkedIn, si des personnes, Mmh. souhaitent éventuellement te contacter. Donc je mettrai aussi, le lien donc, du site de We Did pour aller, voir un petit peu plus dans le détail ce que vous faites et aussi donc, une vidéo donc que tu m'avais, montrée donc qui traite donc de la réalité virtuelle, de la pédagogie et de la data qui permet aussi, d'aller un petit peu plus loin par rapport à ce qu'on vient de dire. Bah, super, merci beaucoup Anne-Marie. C'était très sympa l'échange. Bah, écoute, merci Aurore. Merci Aurore d'avoir échangé avec nous. Bah, je te dis à très bientôt. À bientôt, au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.